crois que nous avons pris un peu de retard. Nous allons commencer cet atelier que nous avions intitulé DMP et DPI, un enrichissement réciproque. J'ai en charge de jouer le rôle de chef d'orchestre, mais qui n'est là que pour animer. Juste 2 ou 3 mots pour dire que la France déploie son DMP. C'est un projet qui a pris du temps, je dirais. Le processus a été un peu long. Je profite de la présence de nos amis catalans pour leur faire un clin d'œil parce que je sais que le processus dans leur pays a été un peu plus rapide, mais sans doute ce temps était-il nécessaire. Et aujourd'hui, le processus de déploiement du DMP est bien engagé. Nous avons... on ne parle plus d'expérimentation, nous sommes carrément dans une phase de déploiement et notre territoire, le Tarn, est un territoire pilote en la matière. Le DMP a été voulu, je dirais, par la gouvernance du système de santé, mais il est attendu, je crois, ardemment aussi par l'ensemble des utilisateurs. Et il a été conçu pour être utilisé par tous les professionnels de santé habilités à y accéder en toute sécurité pour les patients. Et cela dans un cadre normatif. Ce cadre normatif, j'enfonce des portes ouvertes, est destiné à rendre opérant l'interfaçage du DMP avec des systèmes d'information, des systèmes de santé et des médecins libéraux, ainsi qu'avec d'autres services qui vont pouvoir enrichir, je dirais, ce système. Et l'interopérabilité avec le DMP de ces services, alors au sens large de ces systèmes d'information, on va parler de dossiers patients informatisés pour les béotiens, le DPI, c'est dossiers patients informatisés. On parlera en termes d'interopérabilité de problématiques ou de questions fondamentales qui concernent la DMP compatibilité. Tout ça est indispensable et doit être garanti pour permettre l'alimentation du DMP et, je dirais, en miroir, l'utilisation des informations contenues dans le DMP qui sont nécessaires aux établissements de santé et aux médecins libéraux pour qu'ils puissent remplir avec efficience leur mission, ne serait-ce que coordination des soins, continuité des soins, garantir la qualité des soins, et notamment. Et je ne suis pas du tout exhaustif sur ces points-là. Alors, les DPI, les dossiers patients informatisés, il y en a de multiples sortes, je dirais, suivant qu'on parle de centres hospitaliers, de centres hospitaliers universitaires, de cabinets de médecins libéraux. Et ces DPI, le DMP en a besoin. Notre DMP, j'allais dire mon DMP, parce que j'ai oublié ma carte vitale, mais j'aurais pu vous prouver que j'ai un DMP, puisque j'ai un petit sticker DMP sur ma carte vitale. Mon DMP n'a pas de sens s'il n'est pas alimenté. Actuellement, je crois qu'il n'y a pas grand-chose dedans, parce qu'il a besoin finalement du DPI de l'hôpital de Castres, parce que j'ai eu un examen dans cet hôpital, et puis des informations contenues dans le système d'information de mon médecin traitant, et je ne sais pas si ces informations figurent maintenant dans mon DMP, je n'ai pas vérifié. Alors, encore une fois, j'enfonce une porte ouverte en disant que sans alimentation du DMP par les DPI, il n'y a pas grand-chose. Et inversement, si mon état de santé se dégradait, que je sois obligé de consulter un spécialiste du CHU de Toulouse, eh bien, le DPI du CHU a besoin des informations qui sont contenues dans mon DMP. Finalement, le DMP, excusez-moi pour ce raccourci, je le vois comme une espèce de réservoir qui assure la continuité entre les interrelations entre les différents DPI. Et cette édition de l'Université d'été nous a paru un moment opportun pour faire un point, une sorte de bilan à la fois sur le déploiement du DMP, sur la réalité de cette fonction d'interface avec les DPI. Alors nous aurons... cette session est un moment aussi pour je dirais, avoir un retour d'expérience de différents opérationnels dans le domaine. Cette table ronde, donc, à cette table ronde, nous avons, je dirais, par ordre je fais les présentations par ordre chronologique des interventions dont nous sommes convenus.
Nous avons M. Vladimir Wilter, qui est responsable de mission au pôle territoire et développement des usages de la ZIP Santé, qui est là pour nous faire part du cadrage de la gouvernance nationale concernant le DMP, concernant toutes ces questions. Monsieur Philippe Beder, qui est directeur adjoint du GCS Télésanté, et qui remplace le professeur Larin, qui n'a pu être parmi nous aujourd'hui, apportera la déclinaison de ce cadrage au niveau régional et nous éclairera sur le déploiement du DMP au niveau de la région. Et ensuite, le docteur Jean-Christophe Steinbach, qui est directeur de l'information médicale du centre hospitalier de Castres-Mazamet, nous fera part de l'expérience de cet hôpital pilote dans ce domaine. Monsieur le docteur Jean-Luc Régis, qui est médecin généraliste et membre de l'Union régionale des professionnels de santé de Midi-Pyrénées, témoignera, lui, de l'expérience des médecins généralistes du territoire sur ce sujet. Alors, l'idée de cette table ronde est de vous faire témoigner et puis d'avoir des échanges les plus nourris possibles avec la salle. Je propose, monsieur Wilter, que vous interveniez. Alors, je ne sais pas si vous avez un support visuel. Non. Les choses vont se faire de manière conviviale voilà. Et la plus informelle possible. Merci beaucoup. J'ai un petit peu changé mon axe d'attaque suite à votre excellente présentation d'hier soir, hein, qui était vraiment intéressante et qui posait un certain nombre de grandes questions concernant le déploiement de systèmes numériques pour tous les citoyens, hein, qui puissent servir à tous. Et qui en même temps ne soient pas des outils de contrôle. Hein, je pense que c'est une des grandes questions qu'on se pose tous les jours, hein, quand on déploie un projet comme quand on conçoit et qu'on déploie un outil comme le DMP. Et je vais essayer, mais le débat servira pour savoir si je me suis fait comprendre, de vous écrire l'intention, de vous décrire l'intention, et avant de parler du comment on fait et aujourd'hui où on en est, parce qu'effectivement le DMP est une réalité. Si on revient, je ne vais pas faire de philosophie, mais un petit peu d'histoire pour commencer. Si on revient donc, et qu'on essaye de positionner les différents acteurs, hein, une des particularités de la présentation d'hier, c'était qu'on avait un acteur type, hein, un patient, médecin, en fait, que tout le monde était neutre. Hein, on parlait d'un acteur un peu virtuel. Or, il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui sont différents. Hein. On va parler de l'hôpital, on va parler du patient, on va parler du médecin libéral et on va parler du besoin de coordination entre tous ces acteurs. Côté hôpital, on peut dire que l'hôpital a une tradition d'autonomie, hein, normale. Il doit s'autosuffire, il doit fonctionner tout seul. C'est dans ses gènes. Et il doit avoir les outils pour fonctionner de façon autonome. Il s'est équipé en système d'information, d'abord surtout sur des systèmes plutôt médico-administratifs. Et depuis une dizaine d'années, il déploie des systèmes médicaux. Je parle à l'échelle de la France. Hein, le déploiement est assez récent et se fait à un rythme assez soutenu, je pense, avec des grands plans qui permettent d'avancer. Il est, ceci dit, encore beaucoup tourné vers son activité interne, un peu ce que disait l'intervenant hier soir, sur l'usine. Hein, on fait rentrer un patient, on le traite avec de l'informatique, un circuit du médicament, gestion de l'imagerie, etc. Et on sort, voilà, et on a fini le travail. Hein, mais les années précédentes ont été, sauf exception, hein, il y en a quelques-unes, plutôt tournées vers l'intérieur. Les exceptions, elles sont intéressantes. Un certain nombre d'établissements ont mis en place des portails ville-hôpital. Il y a quelques réussites. Et on voit aujourd'hui, on déploie le DMP avec des établissements de santé, sur des bassins de santé qui ont mis en place un portail ville-hôpital. Et on voit que vraiment, il y a un avantage majeur, hein, parce que la compréhension de l'intention du DMP est tout de suite comprise. C'est pas quelque chose d'exotique. Hein, on n'a pas explicité le sigle DMP ou comment ça marche, etc. La compréhension de l'usage est immédiate. Ensuite, des usages de messagerie sécurisée, hein, donc plutôt d'envoi personnalisé, avec beaucoup d'envois automatisés de résultats de biologie, hein, qui ont une forte valeur ajoutée et qui sont produits par des systèmes automatiques. Et puis quelques pratiques de réseau, en particulier un peu étendues en termes de volume, pour ce qui est de la cancérologie, hein, dans un domaine où je crois que vous connaissez bien dans la région, où il y a eu des textes qui ont permis de fabriquer des systèmes d'information
pas nécessairement dans l'hôpital, c'est un des sujets qu'on va voir tout à l'heure, mais qui permettent à des gens, à l'hôpital, en ville, dans des hôpitaux variés, de partager et de travailler ensemble sur les mêmes données. Donc voilà l'état des lieux côté des pays hospitaliers. Côté médecine libérale, on connaît l'histoire de l'informatisation est liée beaucoup à la facturation, avec donc aujourd'hui un taux d'équipement qui est important et un taux d'usage, alors que moi je ne suis pas tout à fait d'usage de l'outil en tant que dossier médical qui est variable, mais dont on a la perception qu'il augmente. Le nombre de médecins qui se servent de leur outil, pas uniquement pour facturer, mais en tant qu'outil de dossier médical, est en train d'augmenter. Ce sera intéressant probablement d'aller plus loin. Enfin, bien sûr, il y a le patient. Donc, je crois que l'intervenant d'hier a bien dit de façon très très claire, le patient, le citoyen, progresse de façon majeure. J'avais donné l'exemple hier du mode de sécurisation du DMP pour les patients avec un code à usage unique qu'on reçoit par SMS. Aujourd'hui, c'est banal. C'est vrai qu'il y a 5 ans, on pouvait se poser des questions pendant des heures sur ce genre de choses. Voilà, et ça va pour tout. L'autre jour, j'ai vu dans un établissement de santé une petite dame qui essayait de cliquer d'appuyer sur un écran numérique dans le hall d'un hôpital parce qu'il y avait des carrés. Alors bien sûr, c'était un peu gaguesque puisque l'écran n'était pas tactile, mais voilà, ça montre qu'une dame qui devait avoir 65 ans sait ce que c'est qu'un objet tactile, voilà, et est prête à envie d'aller vers ces mondes-là. Donc là-dessus, je pense qu'on peut avoir confiance sur le fait que les patients sont prêts. Après, côté patient, un des facteurs déclenchants du DMP, ça a d'abord passé par le droit avant de passer par l'idée d'un service. L'origine, c'est la loi Kouchner, et c'est l'exigence du droit d'accès du patient à son dossier et, j'allais dire, du point de vue des hospitaliers et des médecins, un devoir de transparence. Quand on traite un patient, on doit pouvoir lui rendre quelque chose qui concerne ce qui a été fait. L'idée du DMP, c'est de transformer cette exigence en service et de se dire qu'aujourd'hui, on a Internet. Quand je dis aujourd'hui, on peut se remettre 5 ou 10 ans en arrière. L'origine, c'est 2003 à peu près, le rapport Fieschi. On a des outils qui permettent de communiquer, qui sont disponibles chez tout le monde. Et donc, on peut transformer cette exigence en service. À l'époque, ça s'appelait, le rapport Fieschi, une adresse qualité santé. Le modèle, c'était le mail. On va fournir une adresse qualité santé à tout le monde. Il y avait le mot qualité dedans. Et on a vraiment la capacité, non plus de dire vous êtes obligé de, si le patient exige son dossier, il faut lui rendre, mais de transformer ça en valeur ajoutée. Vous êtes des producteurs de données, individuels, médecin libéral ou hôpital, valorisez ce que vous faites, rendez leurs données aux patients, et on va passer progressivement dans un monde numérique où le patient qui a des pathologies un peu compliquées va arrêter de trimballer sa pile de documents sous le bras. Donc voilà l'histoire du DMP. Alors après, ensuite, comment ça marche, comment on a mis en place ce projet? On l'a mis en place avec 2 axes. Un axe projet à proprement parler, on fabrique un DMP, on le met entre guillemets en ligne et on monte des projets avec des régions. Alors obligatoirement, puisque le DMP est un outil de coopération, donc je pense que c'est ce dont mes voisins vont parler, il faut que les patients se croisent avec l'hôpital de Castres, avec le médecin libéral de Castres, etc. Donc il faut que le point de service, quand on démarre, il faut qu'on sache où il est. La dispersion est bien sûr un risque. C'est pour ça aussi qu'on met des petits autocollants DMP sur les cartes vitales, pour qu'au début, on puisse reconnaître l'endroit où il y a du DMP de façon générique. Ça passe aussi par la technologie, puisque un des éléments essentiels, c'est le fait que le DMP porte des normes qui ne sont pas des normes théoriques. Des normes, il y en a des millions. Il y a des organismes de normalisation qui font des tas de docs, et dont certaines passent dans le domaine courant, mais il y a plein de normes qui ne sont pas appliquées. On peut les promulguer, les imposer même, et elles ne sont pas appliquées. L'idée du double rôle de la création de la ZIP Santé, par rapport au GIP-DMP de l'époque antérieure, c'est d'avoir une agence qui s'occupe à la fois de normalisation et qui porte le projet DMP. C'est-à-dire on normalise et en même temps on fait. Et donc on ne décolle pas ces 2 aspects, et c'est ça qui va donner la force, qui va permettre de traduire dans les faits de façon concrète la valeur ajoutée amenée par le DMP, c'est qu'il porte une infrastructure qui est banalisée. Hier, je crois qu'on employait l'analogie de l'USB. En un sens, le DMP, c'est un connecteur USB santé. Ce matin, j'ai assisté à la table ronde sur le médicament. J'étais très content. Il y a une réponse médecin libéral, il me semble, qui disait la question, c'était comment vous mettez... C'était vous? Non, je ne sais plus.
Ce matin, voilà, oui, c'était vous. Comment vous allez mettre à disposition l'information voilà, via le DMP, et l'industriel de la même façon. Comment vous allez mettre nous, on est un hébergeur agréé, sphère de confiance, on a des connecteurs, on ne réinvente pas un nouveau système de communication pour mettre à disposition des données. Et l'enjeu majeur du DMP, c'est ça, c'est d'offrir un système de communication banalisé, comme on fait des terminaux téléphoniques. C'est pas très sexy, on ne vend pas des programmes de communication sur le fait qu'on construise des terminaux téléphoniques ou de fibre optique ou je ne sais pas quoi. Mais par contre, au bout, c'est une condition pour que le service puisse se mettre en œuvre. Et après, le service, j'allais dire, c'est à vous de l'imaginer. Par rapport, pour revenir à la discussion d'hier sur la distribution du service, il y a bien sûr un service DMP en ligne, standard, voilà, qui est un service banal. Mais là où ça commence à devenir intéressant, c'est quand le DMP est dans votre outil. Puisque il n'y a plus aller chercher le DMP en ligne. Déjà, il y a un bouton DMP. Pour quand vous avez un patient que vous suivez et qu'il a un DMP, vous voyez tout de suite sur la prise de rendez-vous qu'il a un DMP. C'est la machine qui le fait tout de suite, parce qu'il y a des normes. Quand vous ouvrez son dossier, vous voyez sur des lignes intercalées vos comptes rendus à vous qui sont dans votre outil et des lignes de compte rendu qui viennent d'autres établissements, de médecins libéraux, etc., qui viennent d'autres sources, et tout ça s'intercale. Alors bien sûr, ça va demander un travail d'ergonomie, d'apprentissage de la part des éditeurs, etc., mais la vraie valeur ajoutée, elle est là. Elle est dans le fait que le DMP, une fois intégré dans les outils, disparaît en tant qu'objet. À la limite, on pourrait s'imaginer qu'on ferme le web DMP au bout de 5 ans, parce qu'il y a des solutions qui sont bien meilleures, qui sont accessibles sur des tablettes, qui sont mobiles, qui sont voilà, et on aura réussi notre mission parce que les normes de communication auront permis ça. Donc aujourd'hui, on est bien sûr au début. Pour revenir au point de départ, on est dans un monde complexe avec une énorme variété. Pour vous donner une idée, il y a 200 éditeurs qui sont inscrits sur nos mailing lists de DMP compatibilité, qui font de la télémédecine, du SIH, des dispositifs médicaux, des éditeurs libéraux, de la radiologie, enfin voilà, vous imaginez. Et de notre point de vue, c'est une de nos plus grandes fiertés, c'est qu'aujourd'hui, on en a 100 qui sont sur nos plateformes de test, puisqu'on leur offre des plateformes de test. C'est ça qui fait le lien entre la norme et le service offert, très très concret, pour être homologué. Ils travaillent sur des plateformes de test qui leur sont mises à disposition. Et on en a une 50aine qui sont homologués. Tous les grands, les 3-4 grands pour la médecine libérale, les grands éditeurs hospitaliers sont là. Et voilà, et on en a encore en ligne. Et on imagine que dans 2 ans, l'ensemble du périmètre sera couvert. Les services ajoutés, j'en ai vu un ce matin, donc de transmission de données à partir de pharmacie. Voilà, ils sont infinis. Ils sont infinis, ils sont distribués, ils sont toujours dans la sphère de confiance, donc on respecte bien les règles. Il n'y a pas besoin de se poser des centaines de questions. Quand on utilise le DMP, quand on a un outil DMP compatible, on respecte les règles et on peut se concentrer sur le service à valeur ajoutée. Le projet de ce matin, s'il change d'avis, s'il faut régler des choses, changer le process, etc., ce sera les mêmes connecteurs, ce sera le même DMP. Et dernière chose, ce sera la même messagerie sécurisée. Cette année, on déploie, on est en train de fabriquer la messagerie sécurisée sur les mêmes normes que le DMP et elle va démarrer en début d'année 2013. Et donc, pareil, et pour les industriels et pour les utilisateurs, il y aura à la fois de l'entrepôt de données pour déposer des données, les laisser dans un dossier qui va être pérenne, qui va durer dans le temps, et puis pour échanger avec tous les acteurs de la sphère santé de la donnée, avec de la vraie valeur ajoutée qui reste à inventer. Merci. Je vous propose d'enchaîner les présentations et ensuite de conduire un débat. Monsieur Beder, au titre du GCS Télésanté, je vous en prie. Alors, il a été très bon, Vladimir. Donc, il vous a fait le DMP et sa projection à 10, 15, 20 ans. Non, c'est... Il y avait un philosophe hier soir, d'accord. Bon. Non, c'est clair qu'on est au début d'une longue histoire, parce que là, il a beaucoup insisté sur tout ce qui est interopérabilité en fait, des systèmes d'information de santé. On peut faire un parallèle avec ce qu'a été le programme de télétransmission de l'assurance maladie avec l'introduction de la carte vitale, des feuilles de soins et ses téléservices. Ça a largement structuré l'informatique de santé à destination des libéraux notamment et un peu des établissements dans un peu plus des 10 dernières années. Souvenez-vous de la carte vitale en 98, elle faisait rire.
Bon, aujourd'hui, c'est devenu une évidence, mais je vous invite à relire les journaux. À l'époque, c'était pas gagné. Aujourd'hui, le DMP, il est dans le même état que la carte Vitale en 98, c'est-à-dire qu'on est au début d'une longue histoire, et le DMP est un des maillons et un des éléments de ces systèmes d'information de santé sur lesquels on doit travailler pour favoriser l'échange et le partage d'informations. On ne partage pas des infos pour se faire plaisir, c'est pour la coordination des soins, ça je laisserai les docteurs en parler, ça c'est un sujet sérieux. Mais très clairement, on est au début d'une très très longue histoire. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de la région? Donc vous l'avez dit, le déploiement est lancé depuis 18 mois au niveau national. Au niveau de la région, nous avons une stratégie qui consiste à cibler le déploiement sur des zones bien identifiées. Et on commence modeste en 2012 pour plusieurs raisons que je vais évoquer, avant d'étendre le déploiement ensuite sur l'ensemble de la région. Alors pourquoi on commence modeste? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de méthode magique qui garantit le succès du déploiement d'un système comme le dossier médical personnel. C'est extrêmement complexe. On s'adresse à tous les professionnels de santé, dans tous leurs lieux d'exercice. On s'adresse aux patients, donc à la population. Donc on est face à un sujet qui est de société, clairement, un sujet très complexe. Donc on veut trouver les bons mécanismes de déploiement, je vous en exposerai un petit peu tout à l'heure. Et puis surtout, l'autre phénomène, c'est que le mécanisme de déploiement du DMP se rapproche de ce que pourrait être le déploiement d'un réseau social. Prenez le point de vue d'un patient, quand il est pris en charge, son DMP a de l'intérêt, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, l'établissement, le médecin traitant, le médecin spécialiste, le généraliste, tous les autres spécialistes, la biologie, le cabinet de radio, les infirmières, etc., etc. Tous ces acteurs ont accès à son dossier médical personnel. Et quand vous faites la somme des patients directement concernés, vous avez tout de suite tous les professionnels de santé, je dis bien tous. Et donc en termes de... ça fonctionnera, le DMP, pleinement, ça fonctionne déjà aujourd'hui, mais ça fonctionnera pleinement quand on aura suffisamment d'utilisateurs professionnels capables de se connecter. C'est un concept de masse critique. Si vous voulez faire un parallèle avec Facebook, Facebook tout seul, c'est pas rigolo, mais quand il commence à y avoir un peu de monde, et quand il y a du service, ça devient tout de suite intéressant. Alors parlons du service. Alors c'est pas comme Facebook, c'est pas un club de rencontre, le DMP. Le service rendu, c'est clairement du partage d'informations pour la coordination des soins. Et donc, c'est l'autre axe de travail important sur lequel on est, au-delà de la mobilisation des acteurs et l'atteinte de ces masses critiques d'utilisateurs, on cherche réellement à développer le service réellement rendu par le dossier médical personnel. Le DMP, potentiellement, peut accueillir toutes les données utiles à la coordination des soins. Là, une fois que j'ai dit ça, c'est vaste. Mais il faut se cibler sur et mettre des priorités sur un certain nombre d'axes. Et ces axes sont liés évidemment aux besoins de santé et à des objectifs de santé, mais également à la capacité à faire, notamment, on renvoie notamment à l'informatique, à la capacité des outils informatiques. Donc on a quelques objectifs clairs et qui se traduisent dans les statistiques aujourd'hui autour de la relation ville-hôpital, donc la capacité lorsqu'un patient va à l'hôpital, il sort de l'hôpital, la lettre de sortie, le compte-rendu opératoire, le compte-rendu de consultation, ils sont systématiquement dans le DMP lorsqu'il sort, si bien que lorsqu'il va voir son médecin traitant, l'information est disponible au médecin traitant. Ça c'est clair, c'est lisible, mais c'est l'objectif à atteindre. Un autre objectif, c'est la coordination des soins autour des personnes âgées, ça je pense que vous en parlerez, Monsieur Régis, c'est un des objectifs du bassin de santé de Castres-Mazamet par exemple. Un autre objectif, la cancéro, mettre à disposition de la médecine de ville et des médecins traitants, notamment les données liées à la prise en charge de patients atteints de pathologies type cancer. Choses aujourd'hui qui ne sont pas possibles dans l'état actuel des systèmes d'information. Bon, je pourrais multiplier les exemples à l'infini, j'en donne juste un dernier sur lequel Midi-Pyrénées est un peu particulier au niveau national, c'est la filière néphrologique qui est particulièrement représentée et sur laquelle on va mettre un peu l'accent. Et on voit bien, on va chercher à travailler sur les bénéfices de ces sujets, dossier médical personnel notamment, et messagerie également, dans le cadre de la filière néphrologique. Alors, je vous ai dit, on a des priorités. Alors, on a ciblé sur 2012 deux bassins, deux départements prioritaires. Le premier, par ordre, je ne dis pas par ordre d'importance, mais c'est Toulouse, on va citer la capitale d'abord, mais sur lequel on travaille déjà avec le CHU de Toulouse, la clinique Pasteur prochainement, qui va être prochainement opérationnelle, etc. Je ne vais pas les citer tous, et évidemment les professionnels de santé libéraux, donc on aura des actions un peu plus fortes de communication et de promotion à partir de la rentrée, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Notre premier département pionnier en région, c'est le Tarn, sur lequel aujourd'hui, donc sachez que les trois principaux établissements publics de la région sont opérationnels sur le DMP. Donc historiquement, on a commencé sur le site Castres-Mazamet, Dr Steinbach en parlera, mais l'hôpital d'Albi, l'hôpital de Lavore créent et alimentent les dossiers médicaux personnels depuis le mois de juin.
La clinique Claude Bernard sera opérationnelle en septembre. On travaille également avec la clinique Toulouse-Lautrec, la Fondation Bon Sauveur d'Albi et la clinique du Sidobre pour qu'ils soient opérationnels avant la fin de l'année. On a une structure SSR qui est à La Close, alors qui est à la frontière, mais qui n'est pas tout à fait dans le Tarn, qui est déjà opérationnelle sur le DMP. Donc ça, c'est le volet établissement, qui est nécessaire, mais pas suffisant. Nécessaire parce que ça permet de montrer que le DMP existe, que les DMP sont alimentés. Il y a plus de 2000 DMP aujourd'hui créés dans le département du Tarn, et ce sont des DMP alimentés, ce ne sont pas des DMP vides, avec des lettres de sortie, enfin les documents que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier volet, c'est nécessaire pour amorcer la pompe, mais c'est très clair que là, on commence depuis les dernières semaines, là, et on a le chantier devant nous d'ici la fin de l'année. On doit, j'allais dire s'attaquer, mais ce n'est pas le bon terme, on doit adresser le secteur des professionnels de santé libéraux. Donc on travaille activement, notamment avec le docteur Régis sur ce sujet-là, parce que très clairement, le DMP va bénéficier, non seulement aux hôpitaux, mais très clairement aux professionnels de santé libéraux. Et un des premiers objectifs de ce système, intégré dans les logiciels, comme l'évoquait Vladimir tout à l'heure, c'est de l'efficacité, c'est de faire gagner du temps à l'ensemble des professionnels de santé, en plus de leur donner la bonne information au bon moment, ce qui devrait être un gage de qualité et d'amélioration des soins. L'objectif de ces systèmes, c'est quand même de leur faire gagner du temps. Donc on travaille activement, donc, on va s'y employer sur le dossier médical personnel à destination des libéraux. J'ai juste, avant de passer la main et la parole au docteur Régis, insisté sur le rôle des éditeurs de logiciels et de leurs logiciels, ceux qui équipent les logiciels qui équipent l'ensemble des professionnels de santé. Très clairement, il y a, comme l'évoquait Vladimir, il y a un enjeu à ce que les logiciels soient de qualité. Donc il y a du travail sur ces sujets-là. Parce que l'objectif des logiciels de professionnels de santé, c'est particulièrement vrai chez les médecins libéraux, mais c'est vrai dans toutes les professions et dans les établissements, c'est qu'ils intègrent l'ensemble des services mis à leur disposition. Et quand je dis l'ensemble des services, c'est valable DMP, messagerie, dictionnaire de médicaments, que sais-je, également téléservices de l'assurance maladie, fonction de télétransmission, etc., etc., pour que soit mis à disposition des professionnels un outil informatique qui leur rende réellement des services. Ça doit être vraiment, on doit rentrer dans l'ère de l'informatique qui rend service aux professionnels. Vladimir en donnait quelques exemples tout à l'heure. Le logiciel signale qu'il y a un DMP pour le patient, le logiciel va chercher tout seul des documents dans le DMP et interprète le contenu et un petit clignotant rouge en disant au professionnel « attention, il y a quelque chose de pas normal ». Voilà, on doit rentrer dans cette ère-là. Et on commence à voir apparaître aujourd'hui des solutions qui rendent ce type de service. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Malheureusement, ça c'est le revers de la médaille, tous les logiciels ne sont pas DMP compatibles, tous les logiciels ne rendent pas ce type de service aujourd'hui. Donc l'offre n'est pas disponible pour l'ensemble des professionnels de santé. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur du long terme, très clairement, et que l'on a devant nous un très 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 long chemin. Merci. Alors, je proposerai à Dr Steinbach de prendre la parole, je dirais à l'échelon, pour représenter l'échelon hospitalier. Non pas que je considère que ce soit quelque chose de plus important, mais au contraire, je dirais terminer sur la médecine libérale, c'est être... Je vais plus souvent voir mon médecin que l'hôpital, et fort heureusement. Merci, Monsieur Rigaud. Oui, donc moi, je vais vous faire part de la vision hospitalière du DMP au travers de la vision d'un médecin DIM, qui est celle d'un médecin un peu spécial à l'hôpital, puisque je n'ai pas pour mission de prendre en charge des patients, mais plutôt de soigner et de bichonner l'information médicale, c'est-à-dire le dossier du patient, et puis les données médicales qui servent à la facturation des séjours. Alors depuis toujours, on va dire que notre communauté médicale relate et met des difficultés dans la communication, dans les relations qu'il peut y avoir entre la ville et l'hôpital. C'est deux mondes finalement assez cloisonnés et pour lesquels les interpénétrations sont difficiles. Et puis un autre aspect, c'est qu'on se rend bien compte, nos médecins se rendent bien compte qu'il est souvent difficile d'avoir accès à de l'information médicale lorsque ce n'est pas nous qui l'avons produite. Et là, je pense par exemple à des patients qui seraient pris dans des centres de référence régionaux et pour lesquels on passe un temps assez considérable à courir après les comptes rendus. Donc de ces besoins est née une réflexion qui nous a d'abord conduit à se rapprocher de la ville au travers d'une messagerie sécurisée qui est parfaitement opérationnelle
Et fort de cette expérience, on a tout de suite compris l'intérêt que pouvait représenter le DMP pour la population et pour les soignants. Ça comprend les médecins, bien sûr, mais aussi, pour ce qui concerne la ville, les infirmières, les kinés, enfin tout type de professionnels. Donc, on s'est senti suffisamment robuste en matière de maîtrise du système d'information et suffisamment performant en ressources humaines pour candidater au DMP. On a été retenu, on fait partie des 33 établissements retenus au niveau national. Voilà. La mise en œuvre a été conduite par la construction d'un comité de pilotage dans lequel on a intégré naturellement des médecins hospitaliers, la direction hospitalière, les services informatiques de l'hôpital, mais aussi et surtout des médecins libéraux. Puisqu'on ne voulait pas passer justement à côté de cette coordination, donc ville-hôpital. Donc on a intégré 2 médecins libéraux, le président du Conseil de l'Ordre, M. Moulin, et Dr Régis, qui participe avec nous à cette réflexion sur le DMP. Alors pour faire la jonction avec le DPI, puis c'est quand même le thème de la discussion, effectivement, pour faire du DMP, le mieux c'est quand même d'avoir un logiciel patient qui permette d'en faire. Nous, on a, enfin je pense tous les hôpitaux, on a des systèmes d'information relativement complexes avec de très nombreux logiciels, plus ou moins tous interfacés. Et il se trouve que le logiciel qu'on avait, le logiciel métier qu'on avait pour la partie médicale, n'était pas DMP compatible. Ça, c'est pour le dossier médical. Pour ce qui relève de la gamme, donc la gestion administrative des mouvements, notre éditeur, donc un autre éditeur, s'est rapidement mis en situation d'être DMP compatible pour la création. Mais comme c'est un logiciel administratif, il était impossible d'alimenter le DMP. Alors on a réfléchi, enfin les services informatiques ont réfléchi, M. Dautan en particulier, à savoir comment on pourrait, on peut faire de la création, comment on va pouvoir faire de l'alimentation. Et on s'est retourné vers notre éditeur, Capsir, pour faire quelques évolutions qui sont finalement pas très importantes, pour permettre de faire une articulation entre le logiciel médical, Cortex, et un extracteur qui lui est DMP compatible. Et finalement, en termes d'évolution logicielle, les évolutions étaient finalement assez peu importantes. On a procédé un peu par tâtonnement, de petites évolutions, on se rend compte qu'à certains endroits ça bloque, on apporte des corrections, de petites évolutions, et ainsi de suite. Et finalement, on est arrivé en quelques mois à une solution parfaitement opérationnelle en alimentation, ce qui nous permet à l'heure actuelle d'être entré dans un processus totalement de routine pour l'alimentation. Donc nous avons créé grosso modo 1500 DMP, dont 60% sont alimentés, et on a dû envoyer, je pense, 3000 documents à peu près. Voilà pour le positionnement de l'établissement. On s'est donc placé en création et alimentation. Reste maintenant pour nous à développer la partie consultation. Alors ça n'a pas été un axe de travail prioritaire, pour la simple raison que d'abord, quasiment tous les DMP du Tarn, puisque jusqu'il y a peu on était les seuls, en tout cas structure hospitalière à en faire, tous les DMP du Tarn n'étaient alimentés que par nous. Donc pourquoi aller chercher de l'information dans un DMP quand on l'a dans notre système d'information? Ça n'est plus le cas, puisqu'on a été rejoint, et on s'en réjouit, par le CH de Lavore et le CH d'Albi, et puis d'autres établissements qui vont venir maintenant. Donc on va travailler, la prochaine étape, travailler sur, pour nous, la consultation. Voilà ce que j'avais à dire pour le témoignage. On se place plutôt sur le versant, donc nous, production, alimentation. Monsieur Régis, docteur Régis, doit peut-être nous faire part de l'aspect consultation. Voilà, on sort de l'hôpital, maintenant on revient à la maison et on consulte le docteur Régis. Je pense que c'est surtout la coordination. Et je crois qu'il faut que l'hôpital se mette très rapidement en avant la consultation. Parce que à l'usage du DMP,
une réflexion que nous avons eue. Je suis animateur du bassin de santé du Tarn Sud, avec deux problématiques, meilleure prise en charge de la personne âgée et meilleure prise en charge du patient cancéreux. Et quand on se réunit autour d'une table avec les hospitaliers, infirmiers, kinés, dentistes, médecins, pharmaciens, on se dit mais comment faire? Comment faire? Parce que chacun a des données, ignore les données du voisin ou les interprète mal, et on s'est dit on pourrait quand même changer. Et changer comment? Logiciel incompatible entre le logiciel de l'infirmière et le logiciel du médecin, incompatibilité entre le dossier de l'hôpital et le dossier du généraliste, aucune accessibilité au dossier du pharmacien. Et donc, on s'est dit, mais il y a un DMEP, à quoi il sert? Est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser? Et à partir de ce moment-là, on a eu la chance d'avoir le département du Tarn qui est arrivé pilote. Ça nous a bien aidé, parce qu'on est en train de regarder ce qu'on va pouvoir y mettre. Et puis on commence à faire de la formation là-dessus au niveau des généralistes. Dernière expérience, elle ne date pas de longtemps, elle date d'hier soir. J'ai un de mes associés qui était contre le DMEP. Et puis, bon, parce que c'est encore un foutoir, on va y passer du temps. Et puis, il est arrivé à 5h30 hier soir, il m'a dit comment on peut alimenter le DMEP? Voilà, donc j'ai passé 5 minutes pour lui organiser l'ordinateur et pour qu'il alimente le DMEP. Parce qu'à l'usage, il commence à rendre compte qu'il y a des cartes vitales qui arrivent avec le logo DMEP dessus. Et puis il se dit, mais il y a peut-être des éléments qui sont dessus et que j'aimerais bien aller récupérer. D'autant plus qu'on reçoit ça par messagerie sécurisée parfois, mais on reçoit aussi du courrier. Et le courrier, on le scanne. Alors on le scanne et puis il faut encore le remettre dans le dossier. Alors qu'on se rend compte qu'on reçoit tous les résultats de laboratoire par H', ça va beaucoup plus vite parce qu'on le lit, on l'intègre immédiatement dans le dossier, on ne perd pas de temps, quoi. Et c'est vrai que l'avantage d'avoir des dossiers qui arrivent de l'hôpital dans le DMEP, on les lit, mais ils sont déjà dans le dossier, quoi. Donc on revoit le patient, on les lit immédiatement, et quand on revoit le patient dans la semaine ou un mois après ou 2 mois après, ils sont déjà dans le dossier, quoi. On n'a pas besoin d'aller chercher la fiche, la relire, regarder la radio, c'est déjà fait, quoi. C'est du temps gagné. Voilà ce que je peux dire sur le DMEP. Bon, finalement, je crois qu'on peut laisser la place à la salle. Oui, voilà. Parce que l'échange est quand même... Je vais juste poser une question pour lancer le débat. Finalement, moi l'impression que j'ai, c'est que c'est de la base que part la demande du besoin. Je me dis, mais quand j'entends M. Standbach dire, mais notre éditeur de logiciels... Finalement, je traduis avec, je prends la responsabilité de ce que je dis, n'avait pas anticipé la problématique de la DMP compatibilité. Pourquoi est-ce que l'information n'a pas suffisamment diffusé auprès des éditeurs de logiciels venant de l'amont? Comment expliquer finalement cette question? Il y a une partie qui est liée à l'histoire, une fois de plus. C'est-à-dire que le DMP, c'est quand même il y a une partie, il y a un serpent de mer. Et donc, on ne peut pas nier cette histoire. Et il est tout à fait raisonnable, de la part d'un éditeur raisonnable, de ne pas se contenter d'avoir 2 articles qui arrivent pour dire « ça y est, j'y vais, j'investis, etc. » Par contre, en termes concrets, en termes de chiffres, hein, si on compare par exemple à la T2A voilà, ou à d'autres grandes réformes dans lesquelles l'ensemble des éditeurs ont été impliqués, le fait d'avoir une 50aine d'éditeurs aujourd'hui homologués et d'en avoir 100 sur les plateformes, c'est en 1 an et demi, hein, c'est une courbe qui est remarquable, sans obligation. Voilà, c'est une courbe qui est vraiment remarquable. Alors pas tous, hein. Là on est aussi sur la variété, hein, c'est lié aussi aux tailles de marché. Il y a la fragmentation du marché, il y a un investissement. On est sur des techno web, hein, techno interopérables, web, moderne, données structurées. Donc selon les éditeurs, selon leur technologie, il y en a qui doivent embaucher des nouveaux, savoir les piloter parce qu'ils ne sont pas du tout dans ces technos. Il y en a d'autres pour qui c'est très facile. Ils sont nativement dans ces technologies. D'autres, il y a un petit gap. Et comme c'est des petites sociétés avec des petits marchés, souvent, c'est pas toujours facile. D'accord.
Ben, nous sommes là de toute manière pour produire les ingénieurs qui sont formés pour ce genre de choses. Alors, je crois qu'il y a un micro dans la salle, voilà. Non ? Il y a un problème de micro ? Non. Alors, si les piles nous lâchent, là nous sommes fichus. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour à tous, Frédéric Bataille de la société Capsir, justement. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a une raison, je vais expliquer pourquoi le logiciel n'est pas DMP compatible. Il y a une raison liée à l'histoire, c'est-à-dire qu'on attend de voir, avant de se lancer sur des investissements importants, on attend de voir si ça va marcher. Il y a eu des expérimentations avant et beaucoup d'investissements qui ont été faits à perte par pas mal de sociétés. Et nous, on est une société de 15 personnes. On ne peut pas se permettre d'investir sur quelque chose qui va être abandonné. Donc ça, c'était effectivement un des aspects. Il y en a un deuxième, c'est qu'on est en train, depuis 6 ans, de réécrire totalement notre dossier patient. Et on arrive au bout du développement. Et le DMP est arrivé à la fin du plan produit. Donc avec l'hôpital de Castres, on a fait une partie du développement qui a été mis en œuvre déjà depuis le début de l'année. Et on est en train là de faire la suite qui nous permettra d'avoir l'homologation dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et dans vos nouvelles versions d'outils, Sur la nouvelle version, voilà. c'est probablement beaucoup plus facile d'intégrer des technos web que dans l'ancienne. Tout à fait. Là, sur la version qui est utilisée en production à Castres, c'est une version ancienne, donc sur une technologie ancienne. Et donc l'intégration a dû être faite en modifiant à minima la version qu'on essaie de plus trop faire évoluer. Donc ça a été une contrainte. Et sachant que sur la nouvelle version, on peut intégrer le DMP de manière beaucoup plus... le DMP sera dans l'application. Voilà. Bonjour, Jean-Louis Rénal, je travaille chez Pierre Fabre, je suis directeur de l'information médicale. J'ai une question qui est une question complètement novice. En vous écoutant, je n'arrive pas à comprendre s'il y a un DMP ou des DMP et où est-ce qu'ils sont physiquement. Alors physiquement, peu importe, j'ai envie de dire, mais qui les stocke et comment ils communiquent entre eux. Je suis désolé. Hein. Donc le DMP, donc la maîtrise d'ouvrage, c'est la ZIP Santé, hein, donc agence d'État qui est en charge du projet. La maîtrise d'œuvre, donc ça a été fait sur un marché public, c'est stocké par les 2 opérateurs, sont Atos et La Poste. Voilà, donc des grands opérateurs de services numériques. Enfin, La Poste, vous connaissez, mais pour le courrier, mais ils ont aussi des services de confiance numérique. Et Atos, en gros, par exemple, c'est les paiements par carte bleue. Donc et les hébergements, c'est sur des centres d'hébergement du même type. Hein, il y en a plusieurs. Enfin voilà, on est dans le monde de l'informatique, de la transaction au type carte bleue. Quand il en a parlé, transiter sur ça. Oui. En fait, c'est ça Alors l'infrastructure disparaît de la même façon. Vous me dites, à partir du moment où on a un système interopérable et intégré, l'infrastructure disparaît. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, la DSL chez vous, probablement que vous ne savez pas quel est le NRA, le répartiteur sur lequel passent vos données. Vous êtes chez Free, chez machin, etc. Mais vous ne savez pas par quel tuyau technique, et vous avez de la télé, de l'Internet qui arrive. C'est le côté infrastructure. On n'a pas, voilà, c'est public. Il n'y a rien de secret, c'est marché public, etc. Mais ce niveau de service, en fait, disparaît parce qu'on a donc des API normalisées qui sont communes au DMP, qui sont très proches pour la messagerie et le DMP, qui sont des web services. Et à ce moment-là, on ne se pose plus la question de l'endroit où c'est stocké. Enfin, si, bien sûr qu'on se pose la question, mais c'est plus le problème de l'utilisateur. Il dispose d'une API, en fait. Voilà, j'ai quelques autres éléments de réponse. Donc, il n'existe qu'un DMP par patient, hein, ça nécessairement. Il y a des algorithmes de génération d'identifiants qui font que le dossier ne peut être qu'unique, hein, qui relève du numéro de sécu, de la date de naissance et du prénom. Tout ça, c'est machiné au travers des formules mathématiques qui génèrent un identifiant national, un INS. Si bien qu'un patient sortant de l'hôpital qui se rendrait en médecine de ville, à partir de la carte vitale, on retrouve le bon DMP. Voilà. Donc il est unique pour le patient.
Au niveau des professionnels de santé, je dirais, c'est pas tellement notre affaire de savoir où sont stockées les données. La ZIP nous garantit qu'elles sont stockées chez les hébergeurs agréés, avec toute la sécurité qu'il faut. Ça nous suffit. Voilà. Juste un point pour compléter. On a juste oublié de rappeler la définition de ce qu'est le dossier médical personnel. On aurait peut-être dû commencer par ça. C'est pour toi, Vladimir. Ce que dit la loi, c'est que le dossier a vocation à recevoir de la part de professionnels de santé tous les documents utiles à la coordination des soins et à la qualité des soins. C'est ce que dit la loi. Dit autrement, ça ne remplace pas le dossier de chaque professionnel de santé. Chaque professionnel et chaque établissement doit toujours avoir son propre dossier. Le DMP n'est pas là pour torpiller ces choses-là. Le docteur Régis, il a toujours son logiciel avec son Elodoc, sans vouloir faire de pub, et il a son dossier patient, et il ne va mettre dans le DMP que quelques données pertinentes, utiles à la coordination des soins, par exemple des ordonnances, par exemple une synthèse. L'hôpital a bien sûr le dossier du patient, il va y pousser dans le DMP des comptes rendus de sortie, etc. Donc le DMP, c'est quand même un point important à rappeler, n'est pas là du tout pour remplacer les dossiers métiers de chacun. C'est un composant complémentaire. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il permet de recueillir toutes les données du patient. On ne va plus saucissonner le patient par région. Selon la région, il va être dans le dossier 1, 2, 3, 4, par la pathologie machin, par l'âge, par truc, par bidule. On ne se pose pas la question en termes informatiques. On va mettre les données de ce patient qui est toujours identifié par le même identifiant, tout le monde l'identifie de la même manière, au même endroit dans le DMP. C'est pour ça qu'il y a plusieurs services qui peuvent être construits autour. On évite la dispersion des données. On recentre ça en termes informatiques. Ça, c'est sur des bases. Par contre, en termes de services, c'est justement pour pouvoir avoir une explosion en termes de bouquet de services. C'était plus clair comme ça ? Allez-y. Excusez-nous, on était un petit peu trop dans le sous-entendu, on s'excuse. Oui, c'est aussi pourquoi le DMP pour tous les patients immédiatement, c'est pas tellement utile. Le patient qui n'a pas de pathologie grave, qui va voir son médecin parce qu'il a une angine ou qui va voir le dentiste parce qu'il a un problème dentaire, le mettre sur le DMP, ouvrir un DMP, bon, je veux bien, mais quelle est l'utilité ? Par contre, si en traitant l'infection dentaire, il fait une allergie à un antibiotique, je crois qu'à ce moment-là, ça vaut le coup d'ouvrir le DMP pour dire effectivement que ce patient est allergique à cet antibiotique. Parce que si à un moment, il va voir un confrère à l'autre bout de la France et qu'il a un accès au DMP, il va savoir immédiatement que cette allergie existe. Alors que 5 ans après, oh oui, j'ai eu une allergie à un antibiotique, je ne me rappelle plus quel. Docteur Lehmann du CHU de Montpellier, une question très pratique. Dans la mise en place de ce DMP, enfin de ce processus DMP, est-ce que vous avez, comment avez-vous fait l'information auprès des patients, puisque ça représente finalement quand même une avancée un petit peu, et c'est normal qu'ils s'en soient prévenus. Et est-ce que vous avez eu des réactions extrêmes dans les deux sens, extrêmement négatives avec éventuellement des refus, ce qui pourrait tout à fait se comprendre, et aussi des réactions positives ou des témoignages sur l'utilité que le patient a ressentie, je dis bien que le patient a ressenti, d'une centralisation, enfin d'un partage national des données médicales le concernant. Juste vous dire 2 mots de stratégie avant de passer la parole aux vrais utilisateurs, aux vrais gens. En termes c'est une volonté de ne pas avoir eu d'informations globales, grand public, genre grande campagne nationale sur le DMP. L'idée étant de ne pas mettre en difficulté des professionnels de santé par rapport à une demande forte qui aurait été générée par ce type de campagne par les patients. Le DMP, même s'il s'appelle personnel, c'est quand même un dossier de professionnels de santé qui a vocation à héberger de la donnée produite par des professionnels et consultée par des professionnels. Alors, c'est sous le contrôle du patient et de l'individu, c'est en ça qu'il est personnel, mais c'est d'abord un dossier professionnel, c'est pas un truc grand public. Et donc, l'objectif, c'est d'abord de mettre en capacité au maximum les professionnels et les établissements à utiliser le DMP, les informer sur le DMP, et quand on a cet équipement suffisant, entre guillemets, il peut y avoir une information plus globale et individuelle par les établissements et les professionnels donnée à destination des patients. Donc en termes de stratégie, c'est simplement le point que je voulais vous donner, c'est normal de ne pas avoir eu à ce stade de grandes campagnes d'information. Inversement, ça rend le sujet un peu plus compliqué. Alors, personnellement, je n'ai pas eu un refus d'un patient à qui j'ai demandé d'ouvrir le DMP à partir du moment où je lui présente.
parce que je lui montre l'intérêt, quoi. On sait très bien qu'il y a des refus de DMP sur des établissements où le patient n'est pas informé de ce à quoi sert le DMP. Je crois que c'est au niveau de la clinique de Saint-Exupéry qui s'occupe de néphrologie. Ils ont un taux de refus mais qui est ridicule parce que le patient voit très vite l'utilisation. Moi, je suis à jeune de recevoir des informations chez mes patients dialysés, quoi. Parce que quand on voit un patient dialysé, quand un patient est dialysé, il va 2-3 fois par semaine à la dialyse et donc on le perd de vue. Et le jour où il y a une complication, j'ai plus de données. Et c'est vrai que par le biais du DMP, je vais pouvoir à nouveau avoir des données sur ce patient. Juste au niveau... Alors, oui, concernant l'acceptation par les patients, donc nous, on n'est pas un centre de dialyse où il y a 100% de patients en ALD, maladie chronique, qui viennent 3 fois par semaine. Donc, des gens quand même un peu moins sensibilisés au suivi médical. Et on a une adhésion qui est beaucoup moindre. On va dire qu'à peu près 10% des patients à qui on propose un DMP acceptent d'emblée. Quand on avait postulé à la ZIP, on s'était dit, bon, loi de Pareto, il y en aura 20% qui vont nous dire non, et puis 80% qui vont accepter. En fait, ce n'est pas 80% qui vont accepter, c'est 80% qui ne vont pas dire non. Et dans ce qui reste, finalement, que 10 à 20% acceptent d'emblée le DMP. Alors, on a essayé de savoir pourquoi, puisqu'on s'est comparé à d'autres établissements. Chez nous, la création de DMP se fait au niveau du logiciel administratif. Donc, cette création est laissée à la charge des agents du bureau des entrées, donc qui ne sont pas investis d'un rôle soignant et donc de l'aura qui va avec, malgré le temps qui passe à l'information. Le principal problème dans la création du DMP, ce n'est pas de faire les 3 clics et imprimer la feuille nécessaire avec les mots de passe, qui prend environ une quinzaine de secondes, c'est le temps consacré, les 5 à 10 minutes consacrés à expliquer ce qu'est le DMP et en quoi il est profitable aux patients. Donc d'où ce taux assez faible. Alors on a eu des cas un peu extrêmes, oui. Dans la phase de lancement, on a fait des journées portes ouvertes création DMP et on a eu des ayatollahs du DMP qui sont venus de la ville, dire presque par bus entier, non quand même pas, mais pour créer un DMP. Voilà, on veut notre DMP, on a vu dans le journal qu'il fallait avoir un DMP, donc on en a, bon très bien, vous le créez, merci. Voilà. Et puis, des fois ça pose problème parce qu'ils regardent tous les jours s'il y a quelque chose. Et puis après, ils me téléphonent, il n'y a toujours rien. Alors bon, comme c'était tout au début, on n'était pas encore en phase d'alimentation, donc je les alimentais manuellement par le web service. Bon, ça s'est arrivé 2-3 fois. C'est partout, c'est pas que chez nous. Ouais. Et puis des oppositions farouches. Étonnamment, à une dernière réunion à Réalmont, les représentants des usagers nous ont dit nous, on ne comprend pas que ce ne soit pas obligatoire. Voilà. Donc il y a des gens qui disent non, mais il n'y a pas des refus catégoriques, en tout cas pas d'agressivité aucune. Voilà. Pour continuer, pour rebondir, mais sous l'angle de la plaisanterie en tant que patient, lorsque j'ai vu dans la presse effectivement que l'hôpital de Castres-Mazamet consacrait, je crois, 2 journées pour permettre à tous ceux qui souhaitaient de créer leur DMP et avait mis en place dans le hall les infrastructures ad hoc, je me suis dit, je vais venir entre midi et 2 parce que je suis à Castres, vous savez, entre midi et 2, les gens mangent, ils ne font pas autre chose. Donc, il y aura moins de monde. Et puis, effectivement, c'était un désert. Enfin, j'ai discuté avec les personnes qui étaient là, qui me disaient qu'elles n'avaient vu personne dans la matinée. Donc, je crois que... Bon, c'était le premier jour, donc bon. Mais je veux dire par là qu'effectivement, ce qui paraît important et qui a été dit, c'est que le DMP est avant tout un dossier professionnel, pour des professionnels. Et c'est finalement qu'au fil de l'eau que la pertinence d'adhésion des patients peut se faire. Alors, au jour le jour, effectivement, après, cela peut prendre du temps.
clairement, c'est pas une carte de fidélité, quoi. Moins on est malade, mieux on se porte. Ça, c'est la palissade. Donc, personnellement, j'ai pas de DMP, j'ai pas vu de docteur depuis un petit moment. J'en suis très content et je vais pas aller voir mon médecin exprès ou aller à l'hôpital exprès pour avoir un DMP, histoire d'avoir rien dedans. Ça n'a pas de sens. Par contre, très clairement, la question que vous posiez tout à l'heure, ça renvoie à la compréhension par le patient de ce qu'est ce dossier. C'est toute la question de l'information en amont qui doit être faite. On a beaucoup travaillé dessus en région, on forme beaucoup de personnes là-dessus, et on peut informer sur le DMP en 1 minute, hein, ça ne prend pas non plus 3 heures de lui expliquer ce que c'est. Par contre, informer le DMP en théorie sur le DMP, c'est une chose. Après, dans la pratique, dans la vraie vie de tous les jours, c'est là que les gens comprennent. Donc les gens comprennent que je sors de l'hôpital, j'ai une lettre de sortie, elle est dans mon DMP, le médecin traitant, il l'a. Je suis pris en dialyse à la clinique X, je vais en vacances à un autre endroit, le nouveau centre de dialyse récupérera dans mon DMP le protocole de dialyse et tous les éléments qui pourra me prendre en charge sans aucune difficulté. La cancéro, il y a une RCP qui est organisée, il y a une fiche RCP qui est communiquée via le DMP au médecin traitant, le médecin traitant est associé aux soins, l'infirmière aussi, etc., etc. Quand on est dans du concret comme ça, c'est expliqué par le médecin, que ce soit un spécialiste à l'hôpital ou par le médecin généraliste, ben là, ça devient concret aux gens. C'est le service que j'évoquais tout à l'heure. Et là, les gens se disent, bah oui, est-ce que je veux être soigné correctement? Bah oui, en général, oui. Alors, ça n'empêchera jamais d'avoir 5 à 10% de gens qui sont farouchement contre le flicage, c'est un truc, c'est mon casier sanitaire, etc. Bon, ça, vous l'empêcherez jamais. Voilà. La population, il y a toujours ce pourcentage de personnes qui réagira comme ça. Mais dans la très grande majorité des cas, c'est 20% qui disent oui tout de suite, beaucoup qui réfléchissent et qui prennent le temps de réfléchir. Et quand le service leur est clairement expliqué, alors là, ça roule. Souvent, pour faire le lien, très souvent, la réaction, ils disent les 80%, je ne sais plus, c'est pas qu'ils attendent, ils disent je vais en parler à mon médecin traitant. Et c'est vraiment, c'est pas qu'ils lui demandent de créer, mais ils disent je vais en parler, est-ce qu'il est au courant? Est-ce que, voilà, et ça veut dire qu'ils ont perçu la dimension ville-hôpital, ils ont bien compris ça, et après ils veulent pas être en porte-à-faux sur quelque chose où le médecin leur dirait, l'hôpital leur a dit un truc, le médecin leur dirait le contraire, voilà, ils veulent vérifier que tout le monde est bien d'accord. On est dans la relation de confiance, oui. On a une question. Le DMP est quand même un outil de coordination. 80% des gens n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un outil de coordination. Ce sera plutôt les malades chroniques. Donc ça ne fait pas 80%, même à l'hôpital. Bonjour, Corinne France, Société Alméris. J'ai une question en tant que patiente. Enfin, personne. Avant d'être patiente, je suis en bonne santé. J'essaie de ne pas voir trop souvent les médecins, sauf dans les colloques. J'ai une question par rapport aux outils d'automesure qui maintenant deviennent très à la mode. Il y a des capteurs très accessibles qu'on peut brancher sur son smartphone. Je peux prendre ma tension. Mon pèse-personne, je peux l'appeler aussi un capteur. Enfin, j'ai différentes façons de voir les choses. Comment voyez-vous l'évolution du DMP par rapport à ces outils d'automesure et à la position qu'un patient, enfin qu'une personne, avant d'être patient, peut avoir pour alimenter son dossier médical? Pour moi, le dossier médical, il y a le mot personnel, donc j'entends qu'il est orienté professionnel de santé, mais ça peut être aussi un outil qui va me servir. Tout à fait. Alors, la réponse est oui. Alors, pas par rapport au dispositif particulier, etc., je ne sais pas. Mais sur le fait qu'il y ait la possibilité d'avoir des web services, des connecteurs qui soient possibles pour mettre en place des applications aux patients. Et dans notre plan projet 2012, donc 2013, on devrait pouvoir proposer des choses aux éditeurs d'applications. En fait, il y a deux axes innovants qu'on a décidé qu'on est en train de mettre en place. Un premier qui concerne la mobilité, donc la possibilité d'avoir des applications sur des téléphones ou des tablettes, et des web services aux patients qui pourraient permettre aux patients d'accéder à son DMP via un téléphone ou via un ordinateur, mais pas simplement par le web DMP, mais par un service offert par un industriel qui va emballer, offrir des services à valeur ajoutée, etc. Et pourquoi pas mettre des données, sachant qu'il y a bien un volet pour les données du patient dans le DMP. Voilà. Qui est déjà accessible le patient aujourd'hui. Alors c'est marqué dans la liste, c'est un peu décalé pour que ce n'est pas des données, même s'il s'agit... Pardon ?
c'est pas tout à fait mélangé avec les données médicales, même si si le patient scanne un compte rendu et le met dans le DMP, voilà, ça rentre pas au même endroit que les données qui ont été déposées avec des éléments d'une carte CPS dans le DMP. Mais par contre, le patient peut déjà mettre à ce qu'on appelle l'espace d'expression personnelle où il peut déjà mettre des données. Exactement. Classé différemment, mais hébergé de la même façon. Et accessible aux professionnels de santé. Une question ? Ah, ici. Bonjour, Gwenel Régnier, ISIS. Donc, le DMP, donc, c'est de l'information partagée. Est-ce que les droits d'accès sont identiques pour tous les professionnels de santé ? Et est-ce que le patient a la possibilité de modifier les droits d'accès en fonction des choix qu'il souhaite préconiser en termes d'accès à l'information ? C'est-à-dire, il autorise son médecin traitant d'accéder à tel type d'information. Il ne souhaite pas que son infirmière ou l'infirmier qui fait la prise en charge en domicile ait accès à certains types d'informations. Est-ce que, voilà, donc l'information, les droits d'accès, et quelle est la place du patient en termes d'autorisation sur l'accès à l'information ? Alors, premier point, le DMP n'est pas obligatoire pour le patient. Déjà, c'est un premier élément. Il faut consentir en tant que patient à la création de son DMP. Et une fois que le DMP est créé, on peut à tout moment décider de le fermer. Donc c'est une liberté laissée déjà à l'individu d'avoir ou de ne pas avoir et de fermer quand il le souhaite son dossier médical personnel. Alors certains le regrettent, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a plusieurs acteurs qui disent qu'il faudrait que ce soit obligatoire. À titre personnel, je pense que c'est une des conditions essentielles de la confiance, que ça ne soit pas obligatoire. Alors dès lors qu'on a son DMP qui est créé, je vais prendre l'exemple DMP créé dans l'établissement du CHIC, par exemple, à Castres-Mazamet, le patient va également autoriser le CHIC à accéder à son DMP. Donc ça veut dire l'équipe de soins, c'est-à-dire les professionnels qui le prennent en charge à l'intérieur de l'établissement de santé peuvent de fait avoir accès à son DMP. Et ensuite, quand il sort de l'hôpital, le patient, chaque fois qu'il va aller de professionnel en professionnel, il va individuellement autoriser les professionnels de santé qu'il souhaite autoriser à accéder à son DMP. Donc on peut dire, mon médecin traitant il y va, le spécialiste il y va, celui-là je ne l'autorise pas, l'infirmière oui, non, etc. Et un autre établissement oui, non, etc. Donc la décision est intégralement dans la main du patient d'autoriser tel ou tel professionnel de santé à accéder à son DMP. Tous ces processus de consentement et d'autorisation sont oraux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat écrit. Par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est que tous les accès sur le DMP sont intégralement tracés. Et tous les accès des professionnels de santé sont authentifiés carte CPS. Et le patient qui a accès à son DMP a accès à ses traces. Donc le patient peut constater qu'un professionnel de santé qu'il n'a jamais autorisé accès à son DMP, c'est dans les traces. Donc à ce moment-là, il peut engager les poursuites qu'il souhaite, etc., etc. C'est tout à fait possible. Et un patient peut également décider qu'un professionnel qu'il avait au préalable autorisé à accéder à son DMP, désormais il n'y a plus accès. Donc quand il se connecte, il clique sur la croix et ce professionnel n'aura plus accès à son DMP. Dernier point, ça c'est les accès, c'est le canal est ouvert. Selon la catégorie de professionnels de santé, un professionnel ne voit pas exactement les mêmes informations dans le DMP. C'est-à-dire qu'un médecin peut tout voir, un pharmacien peut quasiment tout voir, une infirmière aussi. Mais tous les professionnels de santé au sens du Code de la santé publique ont accès au DMP. Donc le pédicure podologue aussi, l'opticien aussi, etc. Donc selon la catégorie de professionnels, il y a une matrice d'habilitation, ce qu'on appelle une grille d'habilitation pour l'accès aux données, qui filtre l'accès aux données. Donc il faut retenir que tout le monde ne voit pas exactement tout dans le DMP. C'est clair ? On a le temps pour une dernière question. Alors, moi j'en aurais une, Brune Roussel, école d'ingénierie ISIS. J'aurais aimé poser une question surtout au docteur Stenbach peut-être. Aujourd'hui, avec les professionnels de santé libéraux, on n'a pas trop de ce que j'appellerais de temps de latence dans l'alimentation du DMP, puisqu'en général, un professionnel libéral, surtout un médecin généraliste, il a son patient devant lui, il a son logiciel de gestion de cabinet qui est ouvert, et à la fin de la consultation, il pousse ce
ceux qui le souhaitent, vers le DMP. En revanche, en milieu hospitalier, on a un temps de latence qui est tout à fait, a priori, légitime dans le traitement, le suivi du patient. Parfois, le patient sort. On attend que le dossier soit clôturé au PMSI, souvent avant de pousser des comptes rendus post-opératoires ou autres. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une réflexion, aussi bien en termes de national pour accompagner les établissements ou au sein d'un établissement utilisateur, pour essayer d'optimiser ce temps de latence dans l'alimentation du DMP, puisque dans certains domaines, notamment psychiatriques, ce temps de latence peut s'avérer relativement problématique si on n'a pas la remontée relativement rapide de certaines pathologies ou certains actes qui ont pu être effectués. Alors, en secteur hospitalier, enfin, ce problème n'est pas le problème de temps de latence du poussage au DMP, mais c'est la problématique de la rapidité des comptes rendus. Hein, voilà. Que ce soit du DMP, que ce soit du papier ou que ce soit du Medimail, le problème c'est le traitement du courrier. Voilà. Et c'est vrai que l'étape ultime, c'est l'envoi au DMP. À partir du moment où le courrier est chez nous validé, il est poussé au DMP dans l'heure. Hein, c'est pas ça le problème. La difficulté, c'est effectivement qu'assez régulièrement, on attend des comptes rendus Nanapat qui sont faits à l'extérieur et qui prennent des fois plusieurs jours. On attend divers résultats qui peuvent prendre du temps. On est dans une logique de construction du courrier qui est quand même beaucoup plus complexe que dans un cabinet de ville, avec des secrétariats qui fonctionnent en pool, donc une organisation un peu plus lourde à mettre en œuvre. Alors, oui, il se trouve qu'on est plutôt bien placé à Castres, puisqu'il y a des indicateurs qualité édités par la HAS qui nous placent plutôt dans le haut du panier, et c'est une des raisons pour lesquelles on a été retenu par la ZIP. Hein, donc on a cette capacité à produire des Oui, produits. vous parlez des IQPAS, je suppose. Pardon ? Vous parlez des IQPAS, je suppose. Des IPAX, oui. Donc il y a un indicateur IPAX particulier donc, sur l'émission du courrier de sortie avant 8 jours. Donc on a, je crois, un taux de 80%, donc on est plutôt bon. Mais c'est vrai que la réflexion sur la rapidité de production du courrier, c'est vraiment un enjeu, oui, tout à fait. Mais pour moi, c'est indépendant du DMP. Témoigner de ce qui s'est passé dans l'hôpital d'Albi pour ne pas les dénoncer, mais quand même, la mise en place du DMP a révélé le fait que les procédures documentées, prévues, etc. n'étaient pas systématiquement suivies, procédures de validation des documents. Alors je ne dis pas qu'ils étaient n'importe quoi, c'est pas ce que je dis, c'est simplement que ça prenait un peu plus de temps que prévu, etc., etc. Donc la mise en place de ce type d'outils révèle des pratiques et force à une amélioration de la pratique, parce que maintenant, si je me place à l'extérieur, c'est très facile pour un professionnel de santé, libéral, ou n'importe qui, de constater que tel document a été créé à telle date, et que le patient est sorti à une autre date, et qu'il a été déposé dans le DMP à telle date. Donc c'est très facile de construire l'indicateur, et pour un patron d'établissement, d'avoir un indicateur qui est, voilà, mes patients ils sortent, quand est-ce que je sors les documents, et à quelle vitesse, etc. Ça devient automatique. Et de mon point de vue, ce type d'outil révèle les bonnes pratiques et donc la qualité du service rendu par un établissement. Et ça devrait être stratégique pour un patron d'établissement de santé, public ou privé, en termes de positionnement, en termes d'attractivité, de se dire, bah voilà, j'ai des indicateurs clairs maintenant que je vais chercher à positionner et je dois être attractif vis-à-vis des libéraux, par exemple. Je dois rendre du service à mes patients et aux professionnels de ville. Et voilà, je sais très facilement les mesurer. Donc c'est pas le DMP, enfin c'est juste un révélateur. Mais c'est un bon révélateur, c'est binaire. Oui, finalement, le DMP, c'est peut-être pas prévu à l'origine, mais est un outil qui vient aider le processus d'amélioration continue des établissements. De tout le monde. Ouais. Parce que c'est-à-dire, l'intérêt de l'outil du DMP, c'est que c'est un outil qui permet le partage, qui permet à des acteurs de se rencontrer, d'échanger, etc., mais qui n'impose pas le processus d'un point de vue métier. Il laisse la liberté à chacun de mettre en place le processus de partage et d'échange qui lui va bien avec l'établissement X, Y et Z, parce qu'il y a des habitudes locales très, très spécifiques à des bassins de santé ou des départements ou des régions. Et donc l'intérêt de l'outil, c'est qu'il va permettre une modification des pratiques. Je pense qu'une démarche inverse qui aurait été consistée à tomber par en haut et de dire voilà, c'est comme ça qu'il faut travailler et on vous amène l'outil, aurait été probablement voué à l'échec. Là, je pense que tous les acteurs vont être individuellement acteurs des modifications des pratiques et de l'amélioration des pratiques. On a juste mis un catalyseur en place, quoi. Oui, je rejoins totalement M. Bédel. Je vais prendre l'exemple de... je parle le dossier d'un patient que je connais très bien.
Je connais très bien, je connais tous ses antécédents et tout. Et puis je regarde ce que j'ai sur ma fiche médicale. Et puis j'ai dit, tu vas faire un document de synthèse. Et puis je regarde, j'ai dit, ouf, il faudrait quand même que tu complètes les antécédents du patient que tu as dans la tête. Il faudrait mieux peut-être les mettre sur le papier, quoi. Donc je reprends ma fiche informatique et je corrige mes données sur les antécédents. Ce qui fait que le remplaçant, quand il va venir, la fiche sera à jour, quoi. Moi, elle était à jour dans ma tête, mais pas forcément sur mon dossier médical, quoi. Et à partir du moment où je vais alimenter le DMP, que les autres vont le lire, ça, je suis obligé d'avoir ces données à jour. Pour finir, alors pour clôturer, juste une question. Maintenant, on parle un peu au futur. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé d'un territoire qui est un peu un pionnier, un établissement qui a été identifié comme parmi les 33 en France à mériter, je dirais, cette vocation. Voilà, sur 260, il est bon de le préciser. Comment voyez-vous finalement l'évolution en termes de déploiement? Je vais encore me prendre comme un exemple. Je suis à Castres, quand j'ai mal au dos, vraiment très très mal au dos, je consulte ici et puis on me fait un scanner à l'hôpital, mais j'ai une longue histoire avec mon médecin traitant parce que j'étais toulousain avant qui habite à Toulouse, et pour mes petits ennuis, vous savez, à partir d'un certain âge, je vais le voir à lui. Et je ne suis pas sûr que tout ça fonctionne. Quand est-ce que finalement, je pousse le bouchon un petit peu, quand est-ce que finalement l'intégration du DMP au-delà des zones pilotes va se faire? À quel rythme? Est-ce que vous avez des éléments d'information? Alors, on travaille sur le Tarn et Toulouse en région, et on travaille également dans d'autres bassins de santé, notamment les bassins de santé expérimentateurs de ceux qui possèdent des équipes d'animation qui travaillent sur le premier recours. Donc globalement, on est un peu dans tous les départements, mais on n'a pas une action aussi poussée que dans le Tarn et sur Toulouse, dans l'ensemble de la région aujourd'hui. J'évoquais Toulouse tout à l'heure. Le CHU commence sur un de ces 3 sites, le site de l'Arrêt, mais envisage une généralisation sur ces autres sites l'année prochaine. J'évoquais les cliniques Pasteur, Medipol, Occitanie, etc. Donc il y a un certain nombre d'établissements de Toulouse qui vont démarrer. Il faut bien voir qu'il va y avoir une dynamique côté établissement de santé qui vont y aller à leur rythme, hein, parce que tout le monde n'a pas le même système d'information, tout le monde n'a pas les mêmes équipes projets, tout le monde n'a pas les mêmes priorités, etc. Des établissements de santé qui sont en train de fusionner, ils ont autre chose à faire que faire du DMP à très court terme. Après, il y a une autre dynamique qui est celle des professionnels libéraux. Cette dynamique va être largement conditionnée par l'offre logicielle, qui aujourd'hui n'est pas complète. Mais très clairement, la diffusion des logiciels de gestion de cabinet va être cette année très largement tirée par la nouvelle convention médicale. Donc cette mise à jour du parc des logiciels va faire que tous les médecins qui auront un nouveau logiciel compatible convention auront le DMP sur leur bureau potentiellement. Donc ça fait 50% des médecins de la région à peu près. Donc par contre, les infirmiers, c'est un peu, mais c'est pas encore ça, les auxiliaires un peu, les pharmaciens pas du tout, parce qu'il y a une question de dossier pharmaceutique, etc. Donc on a une multiplicité de dynamiques qui fait que, c'est ça que j'ai évoqué tout à l'heure, on en a quand même pour plusieurs années avant que ce déploiement soit réellement complet. On peut dire quand même que ça va se voir avant la fin de l'année sur le Tarn, ça sera vu et il y aura des témoignages. Avant que ce soit dans l'ensemble de la population quelque chose de mécanique, routinier et habituel, il va falloir attendre quelques années. Pour votre médecin, vous donnez les coordonnées, on s'en occupe.